Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Fin de cavale pour Juan Branco. L'avocat français interpellé par des gardes-côtes mauritaniens a été livré à la police sénégalaise. Branco était activement recherché depuis son apparition en public le 30 juillet dernier. La suspension des données mobiles, une pilule difficile à faire avaler aux usagers. Vendeurs en ligne se plaignent d'un manque à gagner suscité par cette décision des autorités, une décision motivée par des raisons de sécurité. 45% des décès par an au Sénégal sont dus aux maladies non transmissibles. L'hypertension artérielle et le diabète tiennent le haut du pavé. Des spécialistes en cardiologie tirent la sonnette d'alarme. Vous les entendrez au cours de cette édition. Afro-basket féminin, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Entrée clandestinement au Sénégal est activement recherché depuis le 30 juin dernier. Juan Branco a été finalement arrêté en Mauritanie dans le village de Tigent. L'avocat français a été conduit manu militari à Rosso, Sénégal, par la police mauritanienne avant son acheminement vers la capitale Dakar. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Abib Sek. Pour Juan Branco, le procureur avait requis un mandat d'arrêt international contre le jeune avocat français qui défendait à tout prix son client Ousmane Sonko. Le jour de la conférence de presse des avocats d'Ousmane Sonko, Juan Branco a participé à cette rencontre à la surprise générale des autorités sénégalaises. L'avocat a passé par la Gambie pour venir ensuite au Sénégal, défiant ainsi les autorités sénégalaises. Et juste après la conférence de presse, il est devenu introuvable malgré les recherches entamées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ces deux images de l'avocat ont circulé dans les réseaux sociaux. Juan Branco a quitté le pays pour tenter de rallier la Mauritanie par voie maritime. Malheureusement, il sera arrêté à Tiguet El Djedi, une commune mauritanienne du département de Méderdra, à 100 km de la capitale mauritanienne. Il sera ensuite acheminé à Nouakchott par la police de la République islamique de Mauritanie. L'avocat français est immédiatement conduit à Rosso, Sénégal, puis à Dakar, après les négociations entre la direction générale de la police nationale et celle mauritanienne. L'affaire Juan Branco a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Son arrestation sera un ouf de soulagement pour les forces de l'ordre car depuis presque 48 heures, les enquêteurs ont mené beaucoup d'investigations pour le mettre hors état de nuire. L'arrestation de Juan Branco témoigne encore une fois les parfaites relations de fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi les fortes relations diplomatiques entre ces deux pays frères. La suspension temporaire des données mobiles, une décision qui, malgré le fait qu'elle soit motivée par des raisons de sécurité, est vécue difficilement par les usagers. Ceux qui ont bien voulu témoigner au micro de nos reporters parlent d'un sevrage nocif à leur santé financière. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Julien est équato-guinéen. Il est à Dakar depuis 4 mois. À partir de son téléphone, il pouvait commander un taxi en ligne. Aujourd'hui, chose impossible avec les restrictions sur les données mobiles. Tu dois commander avant de sortir. Mais si est-ce que tu ne connais pas bien le lieu que tu dois partir, ce sera difficile pour connaître la route que le taxi va traverser en fait. J'espère que d'ici à quelques jours, parce que je pensais que ce sera 2 jours la suspension des données mobiles, mais j'espère que quelques jours, ça veut dire d'ici à après-demain, ça va être possible en fait. Même pour parler avec ses parents restés au pays, c'est la croix et la bannière. C'est un peu grave. Par exemple, nous les étrangers, quand nous sommes dehors de la maison, on a besoin de connexion, tu vois. On a besoin de connexion pour parler à nos parents, à nos amis qui sont dehors. Et pour nous, c'est un peu grave. Par exemple, moi, je suis dehors de la maison, j'ai besoin de parler avec quelques personnes. Pour rentrer à ma maison, c'est 2 heures, 1 heure d'ici. C'est tellement grave. Avant, c'était bien. Je pouvais profiter de faire des appels vidéo, des appels normaux. Je profitais de mettre mon Snapchat. Après, je monte sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Si est-ce que je dois faire quelque chose, je dois rentrer à la maison. Après, je monte ça sur mon story. Autre impacté, Aluntine.
Son activité est au ralenti ces derniers jours. Sur TikTok, Instagram et Facebook. Moi, j'avais l'habitude de publier sur Facebook, Instagram et TikTok. Mais aujourd'hui, je ne peux rien faire. Mon activité est au ralenti. Au lieu d'avoir 10 clients en moyenne par jour, j'ai 2 ou 3 clients. C'est un manque à gagner énorme. Ces internautes souhaitent un retour à la normale pour mener à bien leurs activités. Parlons santé à présent avec les maladies non transmissibles qui font des ravages au Sénégal. Les taux d'hypertension et de diabète constatés au niveau des populations sont en constante progression, à telle enseigne que les services de dialyse n'arrivent plus à prendre en charge les malades. Selon des spécialistes en cardiologie, il y a urgence à réagir. En conclave à Thiès, ces experts ont peaufiné des stratégies de lutte contre ces maladies non transmissibles. Anta Diop essaye la tire pour les détails. Médecins, professeurs d'université, tous les acteurs de la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment les sociétés savantes, les alliances, la JICA partenaire technique, se sont retrouvés à Thiès pour mettre en œuvre un plan de travail du projet ARO, qui est maladie non transmissible. Le projet qui survient dans un contexte où on parle de transition épidémiologique, avec les maladies non transmissibles, particulièrement l'hypertension artérielle et le diabète. Selon le directeur de la lutte contre la maladie, ces maladies commencent à prendre des proportions importantes. Nous sommes là à Thiès pour vraiment faire face à cette situation vraiment qui demande non seulement des réflexions mais également des actions pour pouvoir protéger en tout cas les populations sénégalaises. Les maladies non transmissibles sont particulièrement provoquées par leur chronicité, mais également leurs complications. Nos services de dialyse vraiment sont hyper débordés, mais c'est surtout par les complications sur le plan en tout cas de l'handicap. Parce que l'hypertension artérielle et le diabète non seulement peuvent entraîner des AVC avec des paralysies séquelaires, mais malheureusement également le diabète peut entraîner des amputations. Et aujourd'hui, en tout cas, nos statistiques montrent que rien qu'au niveau de l'hôpital Abass Ndao, c'est au moins 5 amputations par jour. Selon le professeur Abdounian, titulaire de la chaire de néphrologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, la prévention est la seule alternative. Les populations doivent faire des sacrifices pour pouvoir vaincre ces pathologies qu'on appelle les maladies non transmissibles. Ça va être de la prévention globalement. Pourquoi? Parce que la prise en charge curative de ces traitements coûte excessivement cher. Nous allons montrer que rien que pour une vie d'une année en dialyse, un malade va payer 10 millions. Aujourd'hui, le Sénégal dépense plus de 5 milliards de francs CFA pour soigner moins de 1000 personnes qui vivent sur des machines de dialyse, alors que nous ne parvenons même pas à satisfaire 10% de la demande. Cela veut dire que si nous continuons à investir que sur le traitement curatif, c'est un combat perdu d'avance. Cela veut dire que nous devons travailler sur la prévention et éduquer les populations. Ces experts en néphrologie, cardiologie, la JICA, partenaire du projet, vont élaborer un document. 2 régions sont ciblées pour le moment, Thiès et Diourbel. Le coût du projet est de 500 millions de francs CFA. Allez, parlons environnement à présent avec cette session axée sur les questions climatiques et énergétiques, notamment la transition juste et durable. Une session donc qui s'est tenue à Saly. Objectif porté à la connaissance du grand public les actions menées par la société civile pour préserver l'environnement. À Mbour, par exemple, l'accent a été mis sur la lutte contre le phénomène de l'érosion côtière. Et nous écoutons tout de suite Emmanuel Sec, il est le DG d'Enda Énergie. Il revient sur les travaux avec Ndaïmati Dia et Mamadou Gueye. Donc de l'érosion côtière, parce que nous sommes dans la petite côte où déjà il y a des réponses qui ont été apportées. Si vous regardez tout autour, il y a des infrastructures donc de brise-lames qui ont été mises en place, au moins pour protéger le secteur économique qui est essentiellement touristique. Il y a des actions qui sont prises. Maintenant, on est dans un contexte où un enjeu différent, où le Sénégal est considéré comme un pays producteur de gaz et de pétrole. Maintenant, c'est à nous de voir les mécanismes donc, que nous devrons mettre en place pour qu'au moins les ressources émanant
de ces produits-là puissent bénéficier davantage aux populations. Et nous l'avons dit tantôt, faciliter à ce que les communautés, à travers des financements, ou bien même l'accès aux technologies propres, c'est-à-dire les gains ou les bénéfices de ces ressources-là peuvent nous permettre de nous réorienter vers un processus de durabilité. Et donc c'est vraiment de faciliter l'accès à ces technologies propres-là pour que les populations où il n'y a pas suffisamment, notamment au niveau rural, où il n'y a pas suffisamment d'accès à l'électricité, au moins puissent avoir cette chance-là, de pouvoir avoir ces services énergétiques, comme on l'a dit, qui pourraient permettre de mieux valoriser les produits que nous avons sur le terrain. Allez, parlons sport à présent avec la finale de l'Afrobasket féminin jouée cet après-midi au Rwanda. Le Sénégal a perdu face au Nigeria sur le score de 84-74. Une finale très disputée, n'est-ce pas, Pape Faragning? Bonsoir. C'est terminé ici à Kigali Arena. Le Sénégal a perdu devant le Nigeria 84-74 et c'était prévisible. Une équipe nigérienne très adroite sur les tirs primés. On a vu aujourd'hui Moussa qui a un peu fatigué l'équipe du Sénégal, mais malheureusement les Lions se sont battus pour donc gagner cette rencontre. Mais le Nigeria a gagné son 4e trophée d'affilée. Actuellement, on peut dire que Tafa Gueye a tiré les analyses de cette compétition avec les jeunes joueuses, mais aussi son avenir sur le banc. Il sera tout simplement directeur technique. D'un moment à l'autre, un entraîneur sera choisi pour conduire l'équipe pour l'Afrobasket 2025. Aya Traoré aussi a félicité ses coéquipières. On peut dire que les Lions étaient braves, mais malheureusement, elles ont tombé de Nigérianes beaucoup plus braves. Et pour l'instant, c'est ce qu'on peut retenir. Ciara Tilla aussi est la meilleure rebondeuse, donc meilleure meneuse du moins de cette compétition. C'est tout ce qu'on peut retenir ici au niveau du Kigali Arena. Nous reviendrons avec d'autres informations comme la conférence de presse et les interviews. Le Nigeria qui conserve donc son titre en venant à bout du Sénégal sur le score de 84-74, un revers que le capitaine des Lions, Aya Traoré plutôt, met sur un retard à l'allumage alors que le sélectionneur Moustapha Gueye annonce son départ du banc, évoque un manque d'adresse de la part de ses protégés. Nous le suivons. Pas que 2019 était dans les têtes, mais très tôt dans le match, le Nigeria était déjà là-dedans. Donc il nous a pris un peu de temps pour se ressaisir et de venir dans le match. Et donc on courait tout le temps derrière le score. Et je pense que c'est ce qui nous a ralenti un peu. Quand on perd une finale, on est forcément déçu pour tous les gens qui attendaient ce trophée continental. Mais en tout cas, je vais féliciter toutes mes joueuses qui ont tout donné, tout ce qu'elles avaient, elles ont fait. Félicitations au Nigeria. On ne pouvait pas prévoir, on s'était bien préparé. On avait vraiment mis tout ce qu'on devait faire pour bien rentrer le match. Mais on a eu des lacunes défensives, on a lâché des tirs à 3 points, on a lâché quelques rebonds qui ont fait que le Nigeria était devant. Bon, nous sommes vice-champions d'Afrique. En venant, on voulait dans le podium, dans le désordre. On avait une finale à gagner pour avoir la médaille d'or, on l'a malheureusement raté. Le bilan, il est trop tôt, mais juste des impressions générales que j'ai d'avoir atteint l'objectif, mais d'avoir raté le trophée contre la sélection. On prend le temps d'abord de mettre le premier jalon, c'est d'abord le profil du prochain sélectionneur. On va y travailler avec la fédération dans les mois à venir. Et pour parler de cette finale, nous accueillons tout de suite Mamadou Vieux Ndoye, ancien international lion du basket. Monsieur Ndoye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sarah et merci pour l'invitation. Alors malheureusement, pas de 12e sacre pour les lions du basket qui retrouvent, il faut le dire, tout de même le podium. Quelle est votre appréciation de la performance sénégalaise à cet Afrobasket 2023? Bon, d'abord je vais commencer par féliciter les filles, parce que vraiment elles se sont débrouillées, parce que si vous savez, les 2 premiers matchs c'était vraiment compliqué, et pour la première fois une équipe comme l'Ouganda qui bat le Sénégal, et puis le 2e match contre le Mali, le Sénégal qui perd aussi, pratiquement le Sénégal qui prend la dernière place, tout le monde était découragé, pratiquement. Donc moi je me dis que elles ont fait un bon Afrobasket, parce que quand même arriver jusqu'en finale et se faire battre par le Nigeria, bon, c'était pas leur match le plus compliqué,
à mon avis, hein, parce que le match contre le Mali en demi-finale et puis le quart de finale, c'était beaucoup plus compliqué que cette finale-là. Mais bon, moi je dis que c'est une satisfaction quand même, hein. C'est une satisfaction d'aller jusqu'en finale, vu la composition de l'équipe aussi. Donc elles sont à féliciter. Et puis... La composition de l'équipe, justement, on va en parler. Malgré une longue préparation, le jeu des Lions, il faut le dire, n'a jamais été d'une grande fluidité, on va dire, à Kigali. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Sénégal se soit presque reposé sur son américaine, Sienna Dillard? Bon, c'est tout à fait normal parce que si vous savez, une préparation, c'est pas que des séances d'entraînement. Il faut beaucoup de matchs amicaux, hein, parce que c'est ce qui fait la différence. Le Sénégal, je pense, a joué que 2 matchs amicaux, hein, et il en fallait au bas mot 7 à 8 matchs, là au moins pour que la mayonnaise prenne. Bon, elles n'ont pas eu cette chance-là, donc c'était tout à fait normal qu'elles rentrent très très difficilement dans cette compétition-là. Maintenant, au fil du temps, moi ce que j'ai compris sur la chose, les 2 premiers matchs pratiquement le Sénégal n'a pas défendu. Maintenant, à partir des 8e, le Sénégal là a mis une défense de fer pour pouvoir s'en sortir. Ils ont très très bien défendu en 8e, en quart et en demi. Et ça c'est vite fait. Ça leur a donné un impact. Parce que ce que les gens pensaient, c'est-à-dire en 8e, on allait perdre contre l'Égypte. Les filles se sont très très bien défendues. Maintenant, contre le Mali en demi-finale, bon, comme on le dit en Wolof, à Mali dañ naagu woon. Donc les filles se sont très très bien battues, elles ont très très bien défendu et c'est ce qui a fait la différence pour que le Sénégal aille jusqu'en finale. Ouais. Une seule joueuse, je veux dire, hein, on reste toujours avec le jeu, une seule joueur qui drive, je parlais de Dillard, des intérieurs, il faut le dire, à la peine pour imposer un jeu, un manque d'adresse, on l'a vu à longue distance. Le sélectionneur finalement, est-ce qu'il ne s'est pas trompé en confectionnant sa liste? Est-ce qu'il a mis les bonnes personnes aux bonnes places? Bon, sur le cas d'Dillard, ça il faut être d'accord là-dessus. Franchement, elle a fait un très très bon afro-basket. Bon, c'est sûr et certain que si le Sénégal avait gagné la finale, elle serait devenue MVP de l'afro-basket. Pratiquement, elle a mis pratiquement la moitié des points du Sénégal. Si c'est pas la moitié des points, c'est pratiquement 2/5 des points du Sénégal. Et pour les intérieurs? Maintenant, bon, pour des filles qui sont aguerries comme celle du Nigeria, du Mali et autres. Donc moi, je me dis que vraiment c'était compliqué. Juste après la défaite, Sierra Dillard a réagi sur sa page Instagram. Elle impute cette défaite au sélectionneur Tafa Gueye. Je la cite: la différence entre les équipes dans un championnat, c'est l'entraîneur. C'est la première fois que je vois un entraîneur renoncer et abandonner son équipe à la mi-temps d'un match de championnat. Votre commentaire? Wow, ça quand même c'est du lourd, hein. Parce que vraiment, si elle ose dire ça, c'est que elle a vécu des choses quand même. Parce que elle peut pas être la go-to player du Sénégal et se permettre de faire ce genre de déclaration. Donc c'est sûr et certain qu'il y a eu problème. Donc bon, peut-être elle ou bien le coach pourront nous édifier par rapport à ça, sérieusement. Alors, le rajeunissement de la sélection avait été pourtant engagé avec ce même coach, Tafa Gueye, il y a 3 ans, raté la finale des Jeux de la francophonie, que c'est le Sénégal, et on va se consoler avec ça. C'est le Sénégal donc qui a triomphé du Cameroun sur un score de 78-54, et cette victoire, nous l'avons obtenue avec les moins de 25 ans. Alors, est-ce que avec le temps, finalement, ne serait-on pas tenté de dire ou de penser que Tafa Gueye aurait dû poursuivre sa logique de procéder au rajeunissement de l'équipe? Bon, vous savez, moi j'ai été le premier à dénoncer la façon dont le Sénégal rajeunit son équipe nationale féminine là. Parce que vous savez, nous on a toujours eu des anciennes qui ont été les meilleures joueuses. Comme par exemple en 2019, c'était Assou Traoré. Et pourtant les gens disaient qu'elle était âgée. Vous voyez, Aya, elle est revenue. Elle a fait un bon afro-basket. Il y a Fat Dien
en début de finale, mais tu vois son visage, tu te dis qu'elle a envie de gagner. Parce qu'elle mettait la pression à la meneuse du Nigeria. Si les autres l'avaient suivi, la référence c'est le Mali. En tout état de cause. Le Mali est la référence en Afrique en termes de rajeunissement et surtout en formation. Parce que aussi il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Le Sénégal ne forme plus. C'était l'objet de ma dernière question justement. C'est pas pour rien que nous sommes restés 10 ans sans titre à l'Afrobasket. Il est temps de miser sur la formation à travers l'érection des centres. On a vu ce que ça nous a procuré dans le secteur du football. Je vous laisse poursuivre votre réflexion. Parce qu'actuellement, la référence quand même c'est le football. Ça, il faut oser le dire. Parce que les centres Djamba, Génération Foot et tout, ils ont fini de démontrer que miser sur la petite catégorie, c'est la meilleure des choses pour un sport. Maintenant, moi ce que j'ai remarqué maintenant dans le basket, même les formateurs maintenant, ils veulent coacher des clubs en première division. C'est-à-dire ils veulent coacher à Marichiaï. Maintenant, pratiquement, tu vois, des formateurs, qui ne sont plus enclins à faire ce job-là, c'est-à-dire être à 14h sous le chaud soleil. Ils veulent être dans des clubs, coacher, être à Marichiaï, essayer de faire des résultats. Or, c'est pas ça. Il faut qu'on retourne à cette formation-là, à l'orthodoxie. Le Sénégal était un pays de champions, que ça soit en minime, cadet, junior, senior. Maintenant, on ne mise que sur nos équipes nationales seniors. Et là, vraiment, pour l'avenir, ça risque d'être très très compliqué pour nous. Il faut qu'on retourne vers les petites catégories, qu'on forme, qu'on dote les centres. Il y en a des centres quand même, qu'on leur dote de moyens. Le principal, c'est quoi? C'est les ballons. Ça, c'est un problème actuellement au Sénégal. Moi, j'en sais quelque chose parce que la plupart du temps, il y a des centres qui me sollicitent, des clubs qui sont dans les régions par rapport aux ballons. J'en achète, je les envoie. Et or, ça doit être une politique de la fédération. Il faut que la fédération sache que c'est à elle, au moins, de gérer cette politique-là. Il faut définir une politique de formation, une très très bonne politique de formation. Parce que la matière grise est là. On a tout au Sénégal. Mais il suffit juste de prendre les meilleurs, les bons, et de les utiliser à bon escient aussi. Maodo Biondoy, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors nous poursuivons avec l'Afrobasket. Le Mali a surclassé le Rwanda du sélectionneur sénégalais Cheikh Sarr lors du match pour la 3e place. Une victoire 89-51 qui, selon le sélectionneur du Mali, Oumarou Sidia, démontre la force mentale de ces joueuses. Nous l'écoutons. En fait, ce match était un match assez compliqué pour nous sur le plan psychologique. Oui. Donc, c'est pourquoi on est rentré timidement dans le match. Il fallait d'abord gérer ce stress post-traumatisme, j'allais dire. Oui. Parce que en perdant les demi-finales, on était vraiment carrément la tête sous l'eau. Donc petit à petit, c'est dans le match que véritablement on a réussi à oublier le match passé et puis à faire notre match. C'est un bilan mitigé parce que nous étions quand même venus pour chercher l'or et nos plans ont été faussés en cours de route. Bon, cependant, comme vous venez de le dire, on rentre avec le bronze, donc on peut s'en réjouir. En tout cas, on ne va pas retourner bredouille et on est resté dans le standard malien en Coupe d'Afrique chez les seniors dames. Et nous quittons les parquets pour le gazon vert avec des duels à distance qui vont animer la 26e et dernière journée de Ligue 1 ce dimanche. La Linguère, l'AS Douane, l'AS Pikine et le Stade de Mbour se battent pour ne pas descendre. Une lutte pour le maintien où la Linguère de Saint-Louis part avec un handicap d'1 point. Le récit est signé Cheikh Sadibou Diarra. Tout l'intérêt de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 ce dimanche. 4 clubs, l'AS Douane, l'AS Pikine, la Linguère de Saint-Louis et le Stade de Mbour se battent pour ne pas accompagner cette excellence en Ligue 2. Avec un retard d'1 point sur ses 3 concurrents, la Linguère de Saint-Louis est la seule équipe qui n'a pas son destin en main. Il lui faut à domicile battre le champion Génération Foot pour espérer des défaites pour ses rivaux. À commencer par l'AS Douane qui se déplace à Kolda pour rencontrer le Casa Sport. Le Stade de Mbour est aussi en déplacement. Il va défier à Dakar au Stade Iba Mar Diop
l'ASC Jaraaf. L'AS Pikine, pour sa part, reçoit Senex Excellence, déjà relégué. Une rencontre qui va se dérouler à huis clos au grand préjudice du club pikinois qui sera orphelin de son show public. Ce dimanche, ces duels à distance pour le maintien vont débuter à partir de 17h. Juste avant de se quitter, sachez que la levée du corps des 2 personnes qui ont perdu la vie lors de l'attaque d'un minibus Tata à Yarar a eu lieu ce samedi à la mosquée Santhiaba de la Médina à Dakar. Présent sur les lieux, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a présenté les condoléances à la famille des victimes. Mansour Faye a condamné ces actes terroristes. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et excellent week-end.